Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons football. On va parler d'un club qui a beaucoup de difficultés en ce moment. Le podcast d'aujourd'hui va être consacré à Manchester United. Alors Manchester United, pour vous remettre un peu dans le contexte, vit une saison presque catastrophique. Actuellement en Première Ligue, ils sont, laissez-moi juste checker l'information, ils sont 14e il me semble. C'est ça, ils sont 14e. Et ce qui est le plus, en fait, ce qui est le plus infligeant, c'est surtout la manière dont Manchester United perd. C'est très difficile chaque match. J'aimerais bien parler tactique, mais il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. Et, mais le club est qualifié en Europa League. Il me semble que en fait, c'est deux matchs nuls contre Twente et ensuite contre Porto, sachant que contre Porto, ils gagnent 2-0. Ils finissent par faire 3-3 dans les dernières minutes grâce à Harry Maguire. Voilà, Manchester United actuellement c'est 21e d'Europa League. Donc autant dire que c'est des classements qui sont catastrophiques pour un si grand club. Pour un club qui, il y a 10 ans, était peut-être favori de la Ligue des Champions encore. Bon, 15 ans. Aujourd'hui, c'est en Europa League et c'est derrière des clubs comme Malmö, c'est derrière les Glasgow Rangers, derrière Elfsborg, voilà, et ainsi de suite. C'est derrière Midtjylland. Enfin bref. Pour parler un petit peu des résultats, actuellement, Manchester United, c'est ultra compliqué. L'année dernière, ils ont fini 8e, mais ils se sont quand même qualifiés en Europa League grâce à la victoire en FA Cup. Et l'année dernière, ça finit 8e avec un goal différence de -1. Donc c'est aussi pour vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème entre l'attaque et la défense. Il y a très peu d'équilibre. Et quand on regarde l'effectif, en fait, ça se traduit par ça. Il y a très peu d'équilibre dans cet effectif. Il y a un milieu de terrain qui est en reconstruction, mais avec des profils qui sont peut-être pas complémentaires. Et une attaque qui a du mal aussi à réellement se montrer. Voilà, on a vu qu'en pré-saison, par exemple, Amad Diallo était plutôt bon. Et il a joué les premiers matchs de Première Ligue. Ensuite, il a arrêté de jouer. On ne sait pas trop pourquoi. Zirkzee, qui a quand même été recruté à 50 millions, il n'est pas titulaire à chaque match. Il a assez peu d'occasions de se montrer. Garnacho, qui a été plutôt correct l'année dernière, il a beaucoup de mal cette année. Donc c'est vrai que quand on regarde l'attaque, c'est beaucoup de jeunes joueurs, il n'y a aucun pilier. Finalement, le joueur qui a le plus d'expérience, c'est Marcus Rashford, qui a encore du mal cette saison. Mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup de profils différents, mais qui ont du mal à trouver une cohésion. Le milieu de terrain, c'est un petit peu la même histoire. Bon, il y a Casemiro qui remonte l'effectif en termes d'expérience et Eriksen. Mais sinon, derrière, Bruno Fernandes, qui est le capitaine, il n'est pas performant cette saison. Il mange 2 cartons rouges sur les 2 derniers matchs, là, en Europa League et en Première League. Mason Mount, qui avait été recruté 35 millions, il s'est jamais montré, il se blesse tout le temps. Finalement, Kobe Mainoo, qui était peut-être la seule satisfaction au milieu de terrain l'année dernière, il démarre de manière assez difficile aussi cette saison. Et Ugarte, il surfe encore sur ses bons premiers matchs de la saison dernière avec le PSG. Mais je trouve que c'est pas le profil qu'il faut. Et pour parler de la défense, ils ont beaucoup recruté en défense. Mazraoui, De Ligt, Lenny Yoro. Lenny Yoro qui a toujours pas joué une seule minute en Première Ligue, blessé pendant la pré-saison. De Ligt en fait, De Ligt, c'est un peu comme quand il était au Bayern, c'est un peu comme quand il était à la Juve. C'est en dents de scie. Il y a des matchs. En fait, c'est pas forcément des matchs où il se trouve totalement. De Ligt, c'est sur des actions où il se trouve totalement. J'ai souvenir du match, il me semble, le dernier match là en Première Ligue, où il se trouve totalement. Et en fait, c'est des actions où, notamment quand sur des centres, des défenses de centre, où il y a un choix à faire entre la jouée de la tête, la jouée du pied. C'est ce genre d'action où, en fait, quand il y a une prise de décision rapide, il a tendance à se trouer. Lisandro Martinez, lui aussi, qui était censé être le meilleur défenseur, il a beaucoup de mal. Donc voilà, quand on regarde un petit peu l'effectif, on peut voir qu'il y a très très peu de satisfaction cette saison.
J'ai pas encore parlé du coach, on va y venir un petit peu après. Je voulais juste un petit peu finir avec l'effectif. Clairement, je pense qu'il manque de la réelle expérience, notamment en attaque, parce que Marcus Rashford, finalement, n'a pas tant d'expérience que ça. Et il manque, en fait, l'effectif manque cruellement de top players. Aujourd'hui, en tout cas, au moment où il recrute certains joueurs, ce sont des top players. Je pense à André Onana, par exemple, qui, quand il est recruté à Manchester United, est le meilleur gardien peut-être sur la saison d'avant avec l'Inter. Casemiro, pareil, il sortait d'une plutôt bonne saison avec le Real Madrid. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même des joueurs qui, quand ils ont été recrutés, étaient des top players. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a beaucoup de promesses sur des jeunes. Et c'est aussi ça qui, je pense, font que, par exemple, les gestions d'un match, comme ce qui s'est passé contre Porto, eh ben, c'est assez catastrophique. Parce que derrière, les joueurs ne savent pas forcément, n'ont pas l'expérience de savoir comment réellement gérer un match, gérer leurs efforts, gérer l'intensité qu'ils doivent mettre sur certains duels. Et je pense que les deux cartons rouges, pardon, de Bruno Fernandes, ils sont assez symboliques. Et on dirait que c'est une équipe qui en a marre de perdre, mais qui n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour changer les résultats. Pour venir un petit peu sur le coach, bon, ça fait 3 ans qu'Eric Ten Hag est là. 3 ans, 4 ans, 3 ans, ça va faire troisième. Je crois que c'est la troisième année. Il a remporté, il me semble, 2 FA Cup. Mais dans la gestion humaine, dans la gestion de la pression, c'est catastrophique. Dans les déclarations, on est sur un entraîneur qui est dans le déni. Un entraîneur qui surprotège les joueurs, qui surprotège son propre poste. Et c'est pas possible en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que derrière, c'est quel message que tu renvoies à tes joueurs. Les joueurs, ils sont conscients que la situation actuellement, elle est catastrophique. Et voilà, par exemple, Eric Ten Hag, quand on lui a fait la remarque sur une conférence de presse par rapport au résultat catastrophique de Manchester United, sa réponse c'était on est sur 4 clean sheets de suite, ou on a fait 4 clean sheets en tout cas dans les mauvais résultats. Tu peux pas dire de telles choses alors que ton club est au bord du gouffre. À un moment, il faut aussi savoir rentrer un petit peu dans l'art, savoir trancher, dire que oui, la situation elle est catastrophique, la situation elle est très compliquée. Maintenant, il travaille pour, mais là, on n'a pas de notion comme ça. Et je trouve que c'est aussi il est le symbole en fait de cette mauvaise image envoyée. Je pense qu'Eric Ten Hag a totalement perdu le contrôle de la situation et, euh, et aujourd'hui, au 8 octobre, je pense que Manchester United devrait se séparer d'Eric Ten Hag. Peut-être qu'à la fin de la saison, il gagne l'Europa League, il gagne une FA Cup et au final, je change d'avis. Mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le coach, il est perdu. Le coach, il est plongé dans une spirale où les résultats sont catastrophiques. Il vient en conférence de presse, on lui fait la remarque, il est dans le déni et les résultats sont catastrophiques. Au final, Manchester United s'en sort que quand la situation elle est critique pour lui. Et c'est quand même assez triste. Voilà, le dernier week-end, le match contre Aston Villa, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi si Eric Ten Hag perdait, eh ben, il serait licencié. Au final, ils font match nul 0-0 et actuellement, il est toujours le coach de Manchester United. Avec les nouveaux investisseurs, le nouveau projet entre guillemets de Manchester United, on s'attendait en fait, à de nouvelles choses justement et rien ne change. Et c'est ça qui est triste en fait dans ce club, c'est que rien ne change depuis des années. Déjà à l'époque où il y avait José Mourinho, donc on remonte à 2016-2018, il avait dit que la situation au sein du club était catastrophique. Et aujourd'hui, on est en 2024, rien n'a changé. Quand on regarde un petit peu le calendrier de Manchester United aujourd'hui, et ben les futurs matchs ils s'annoncent assez compliqués quand on voit la situation du club en fait. Contre Brentford, bon, ça devrait peut-être le faire. Contre Fenerbahçe en Turquie, je ne les vois pas forcément gagner. Contre West Ham, au stade de West Ham, je ne les vois pas gagner. Contre Leicester, ça devrait le faire. Contre Chelsea, je ne les vois pas forcément gagner. Et je pense qu'en fait, la situation de Chelsea et de Manchester United, elle pouvait être comparable il y a 1 ou 2 ans. Sauf qu'aujourd'hui, Chelsea n'est plus malade. Chelsea a trouvé son remède et a trouvé son médicament. Son médicament s'appelle notamment Cole Palmer. Et un peu toute cette mayonnaise qui a été construite avec tous les jeunes joueurs qui ont été recrutés un petit peu à prix d'or et avec des très longs contrats, elle commence à un peu plus prendre aujourd'hui.
Enzo Maresca a l'air de très bien gérer son effectif. Et c'est là toute la différence avec Manchester United. Erik Ten Hag ne gère pas son effectif. Et Erik Ten Hag est submergé par la situation. C'est pour ça que d'un côté, on a Chelsea qui arrive à remonter dans le classement et à faire un top 4 aujourd'hui. Et que Manchester United, on les imagine peut-être même pas dans un top 6. Quand on regarde un petit peu les clubs en première ligue, il y a beaucoup de clubs qui leur passent devant. Si je dois faire un petit peu le listing de tête comme ça, je dirais que Arsenal, Manchester City et Liverpool sont bien largement devant. Chelsea actuellement est devant. Aston Villa est devant. Newcastle est meilleur que Manchester United. Tottenham est meilleur que Manchester United. Même si Tottenham, c'est encore une autre situation. Mais y a beaucoup de clubs en fait qui leur passent devant. Et aujourd'hui, est-ce que Manchester United, on peut les imaginer hors du top 10? Clairement, c'est possible. Donc, c'est quand même vraiment triste pour un club qui a tellement marqué toute une génération. Voilà, moi, je suis issu de la génération 2000. Manchester United, c'est un club qui m'a marqué. Manchester United 2008, 2011, c'est des équipes extraordinaires qu'on en parle encore aujourd'hui. Mais Manchester United 2024, on va en parler, mais pas pour les bonnes raisons. Si je devais faire une petite projection, je dirais que Manchester United, je les imagine peut-être hors du top 10 si rien ne change actuellement. Et en Europa League, initialement, je les voyais se qualifier en barrage quand je voyais un petit peu le début de saison. Mais c'est vrai que finalement, je suis peut-être pas si sûr de ce pronostic. Je dirais qu'après, quand on regarde un petit peu le classement de l'Europa League aujourd'hui, évidemment que normalement, dans une situation normale, Manchester United est normalement censé faire un top 3, top 5. Maintenant, la situation est tellement catastrophique, le club est tellement au bout du gouffre que je les vois quand même en barrage. Je vais quand même pas abuser dans mon pronostic, je les vois quand même en barrage. Mais va falloir batailler, je pense. Hein. J'ai envie de faire un petit jeu avec Manchester United. C'est aujourd'hui, quel est le tiers en fait de Manchester United? Je m'explique. Quand je parle de tiers, je parle de top club, bon club européen, club moyen, etc. Avec quel club on peut comparer Manchester United aujourd'hui? Pas forcément que en première ligue, mais de manière générale en Europe. Et au final, c'est compliqué parce que déjà, c'est pas un top club européen, c'est-à-dire qu'ils vont pas batailler avec des Real Madrid, Bayern, Inter Milan, slash Juve cette saison, ou même Liverpool, Arsenal et Manchester City. Est-ce qu'on peut les mettre dans les bons clubs européens, c'est-à-dire Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, euh, Borussia Dortmund encore une fois, je suis pas sûr que Manchester United boxe avec ces clubs-là. Hein. Je dirais qu'en fait, c'est un tiers C, un tiers D, Manchester United aujourd'hui. C'est un club qui va pouvoir se battre avec des Séville, qui va pouvoir, qui va être un petit peu dans la même situation que, par exemple, l'AC Milan actuellement n'est vraiment pas bon non plus. Si on fait un petit tour en Bundesliga, peut-être que c'est un club, Manchester United, qui est actuellement au rang des Francfort, des clubs comme ça. Et encore, Francfort est troisième actuellement de Bundesliga, donc même ça, je ne suis pas sûr. C'est quand même drôle quand même, pas drôle, mais c'est quand même, ça fait bizarre de parler comme ça de Manchester United, du downgrade qu'a subi ce club. Qui était initialement un top club européen, favori pour à peu près tous les trophées chaque saison, et qui est passé à un club inconnu presque. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, la situation de Manchester United, j'ai l'impression que le pire dans cette histoire, c'est qu'un peu tout le monde s'en fout. En tout cas, en France, on parle assez peu de la situation de Manchester United, alors qu'elle est catastrophique, que dans le jeu, il n'y a rien. Tactiquement, je ne peux même pas vous parler tactique, c'est ça le truc. C'est que d'habitude, dans mes analyses, j'aime bien après parler un petit peu tactique, schéma de jeu, tout ça. Là, c'est trop compliqué en fait. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est pas une équipe d'attaque placée, ce serait peut-être une équipe d'attaque rapide et encore. Euh, c'est trop peu efficace dans ce domaine aussi. Et je trouve qu'Eric Ten Hag a un petit peu
aussi un de ses problèmes, c'est qu'il a envie d'avoir la mainmise sur tout, sur le comportement des joueurs, sur leur manière de jouer, sur comment la presse, les médias parlent du club, sur le blason. Mais à un moment, il va falloir choisir, en fait, il va falloir trancher. Je pense que les joueurs, ils ont aussi besoin d'avoir une certaine liberté et certains joueurs sont bridés. Voilà, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on se fout beaucoup de la gueule d'Anthony. Mais je pense que c'est un peu aussi de la faute d'Eric Ten Hag si aujourd'hui, bah, il vaut 20 millions. Anthony à l'Ajax, il avait une vraie liberté dans ce qu'il faisait. Alors que c'était Ten Hag en plus entraîneur. Hein. C'est un petit peu, voilà, un peu bizarre. Mais aujourd'hui, Anthony, il n'a plus aucune liberté dans sa manière de jouer. On sait que c'est un joueur qui aime bien, voilà, faire ses petites toupies, faire des petits trucs qui sortent du commun, mais c'est sa manière de jouer. On sent qu'il en a besoin aussi mentalement de pouvoir s'amuser sur un terrain de foot. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Il rentre, il a des 5-10 minutes par match. C'est trop peu pour qu'il puisse se montrer. Alors que je reste convaincu que Anthony est un bon joueur de football. Mais Anthony, il a besoin d'avoir un coach qui lui fasse pleinement confiance. Aujourd'hui, Ten Hag, il n'a confiance en presque aucun joueur, en fait. C'est triste. J'ai l'impression que par moment, il aligne des 11 parce qu'il faut aligner un 11. Mais il y a trop peu de cohérence dans ses choix, dans la gestion humaine. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les cartons rouges de Bruno Fernandes, ils sont assez symboliques de ce problème. C'est qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de choix qui sont raisonnés. En tout cas, voilà pour Manchester United. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. La situation est assez dramatique et je pense qu'il faut en parler, oui. Mais je pense que la situation ne devrait pas s'améliorer tant que Eric Ten Hag est encore le coach et tant que l'effectif n'est pas réellement remanié. Ils auront besoin d'un mercato, deux mercatos, où il y aura une grosse vague de départ et une grosse vague d'arrivée. Plus petite sûrement. Mais en tout cas, la situation de Manchester United est alarmante et voilà. Ça m'inquiète quand même un petit peu la situation du club aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous voyez Manchester United finir cette saison en Première Ligue, en Europa League. Et parlons de football tout simplement en commentaire. Si vous avez des clubs sur lesquels vous voulez que je fasse un podcast ou si vous voulez me faire directement un podcast avec moi, n'hésitez pas à me contacter et à me le dire en commentaire et on verra pour se faire ça. Je vous remercie pour votre écoute et passez tous une bonne journée.